Bien, donc bonjour à tout le monde. Donc, je suis Jean-Yves Blaise du MAP, CNRS. Donc, cette présentation pour essayer de partager avec vous quelques réflexions qui nous viennent à la suite d'une expérience. Cette expérience, c'est celle du projet ANR Sésame, projet dont vous avez vu quelques expériences déjà ici au sein du consortium 3D. L'année dernière, l'intégrateur 3D. Cette année, spatialisation des justifieurs, l'interface. Et puis, je cite Memoria, alors au sens où Sésame a été une opportunité d'expérimenter le système d'information qui existait avant Sésame et qui existera après Sésame. Alors, je vais dire en gros trois choses. Quelques mots très généraux sur le projet, citer le partenariat et surtout l'idée de départ. Je vous ferai un petit inventaire partiel de la matière produite, parce qu'en fait, c'est de ça dont je vais parler. Toute cette matière, qu'est-ce qu'on en fait? Et enfin, en conclusion, j'essaierai de souligner quelques enjeux, comment moi je les comprends. On verra si on a la même compréhension. Donc, quelques mots sur le projet. Le projet est parti de la question suivante, du risque suivant. Le risque que moi je ressens d'aller vers une forme de collectionnite numérique qui produit non pas de la compréhension sur les objets qu'on observe, mais du chaos, fût-il numérique. J'y vois deux facteurs de risque essentiels. D'abord, la question de la dispersion des moyens d'étude, en particulier des technologies, mais aussi des dispersions en spécialité. Nous sommes ici dans un cercle un peu interdisciplinaire, donc on voit bien ce que c'est que la question des spécialités. Deuxième risque, la question de la volatilité qui nous rend difficile la notion de reproductibilité, de traçabilité. En réalité, à chaque fois que le paysage technologique s'élargit, nous construisons des difficultés en plus. Et enfin, en matière de volatilité, nous mettons en œuvre des processus qui ne sont pas seulement techniques, qui sont aussi cognitifs. Ce ne sont pas des techniques que nous devons transmettre, ce sont des techniques avec les processus cognitifs. Donc la question du projet est simple, comment garder ou comment retrouver, renforcer notre capacité à dégager une compréhension globale de l'objet que l'on observe, qui après tout est notre objectif. Alors la stratégie que l'on a choisie n'était peut-être pas la bonne, elle est elle-même un risque, puisque la stratégie choisie, ça a été de combattre le mal par le mal et de partir d'un partenariat construit autour de gens qui ont des spécialités différentes, des compétences différentes, des points de vue différents, des méthodes différentes. Ce partenariat, le voilà, donc deux sites, Marseille et Tours. À Marseille, le MAP, donc j'imagine la plupart de vous connaissez. Des collègues d'une UMR qui s'appelle Prism, qui est une UMR d'acousticiens, spécialiste du son 3D, en particulier son 3D côté perceptif, analyse perceptive. À Tours, deux équipes que vous connaissez probablement très bien aussi, le LAT, avec lequel on travaille depuis pas mal d'années, et puis le LIFAT qui porte le volet compétences ontologie. Donc deux sites et en fait deux corpus derrière ces sites. Côté marseillais, le corpus est un corpus de chapelle rurale, bon, édifice vu quelquefois comme de peu d'intérêt, mais en réalité de grand intérêt, au moins pour ceux qui les aiment. Chapelle rurale, corpus centré sur dimension architecturale, dimension acoustique et dimension historique. Sur Tours, le corpus choisi est l'abbaye de Marmoutier, en particulier l'hôtellerie, où là, on a travaillé plutôt autour de la question de la représentation des connaissances, de la formalisation du raisonnement, des inférences. Et je commence mon petit inventaire partiel, je vais essayer d'aller vite, et je le commence en vous remontrant quelque chose que vous avez vu mercredi, qui est ce diagramme inspiré du Chord Diagram dans lequel on recense les protocoles de recherche qui ont été menés au travers des 3 années du projet Sésame. Donc, chaque cercle que vous voyez correspond à un protocole qui est illustré ici. Alors, je précise tout de suite, et ça fait partie de mes soucis, qu'en réalité, ce que vous voyez là, ce sont les protocoles de recherche que nous avons bien et bien renseignés le 12 décembre 2022. C'est loin d'être tout. Donc, il nous reste de ce côté-là pas mal de travail. Je commence avec quelques exemples.
première chose que nous avons faite, c'est acquérir des données brutes. Donc, nous sommes allés 15 fois dans des chapelles pour faire des relevés, relevés métriques, relevés photogrammétriques, relevés acoustiques. Donc, à la sortie, plein de données brutes, plein de jeux de données brutes déjà hétérogènes. Mais, plus important, ces relevés ont été conduits à partir d'un protocole théorique construit en amont, en laboratoire, validé en amont, en laboratoire. Et si j'ai envie de transmettre quelque chose de ce travail, ce n'est pas les 15 jeux de données, c'est d'abord le protocole, c'est d'abord le modèle. Bon, c'est un protocole co-conçu avec nos collègues acousticiens pour essayer de repérer des endroits où on va enregistrer les réponses sonores. Au-delà des données brutes, les données post-traitées. Alors, des nuages de points qui ont été mis à l'échelle sur des points relevés au disto, et puis les indicateurs acoustiques calculés à partir des réponses sonores relevées par nos collègues acousticiens. En réalité, tout ce que l'on a mis en espace dans l'intégrateur 3D pour ceux qui en ont vu la présentation l'an dernier. Il est en ligne sur le site du projet si vous voulez le voir. Donc, des données post-traitées et puis des données synthétisées, analysées, très abstraites. Alors là, je vais vous montrer une chose. Ce que vous avez là, c'est une illustration d'un modèle que l'on appelle le modèle contour. Et avec un petit peu de chance, on va voir ce que ça donne. Hop. Tant pis. Ce contour est sonifié, c'est-à-dire qu'il est traduit par un son spécifique, totalement abstrait, qui est la signature acoustique propre à cet édifice. Donc là, on est dans quelque chose qui est tout à fait interprétatif, plus du tout dans de la donnée brute. Alors, avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des outils d'exploration de ces données. Pour ce qui est de l'analyse spatio-acoustique, donc l'intégrateur 3D, en haut à gauche, et puis des visualisations 2D qui apportent un service complémentaire. Une visualisation 3D, on ne voit qu'un côté à la fois. On ne voit jamais les deux côtés à la fois. Donc, en fait, on n'a pas tout vu. Donc, on complémente l'intégrateur 3D par des visualisations 2D. Et à la sortie, quelle est la matière produite? Bien sûr, l'outil, mais aussi des encodages visuels, ce que vous avez en bas à gauche. Donc, des métaphores visuelles qui traduisent les valeurs d'indicateurs acoustiques. Ce que vous voyez là, c'est en partie gauche, c'est une cartographie d'énergie sonore. Nous avons également produit des dispositifs plus orientés médiation, là en l'occurrence des panoramiques avec des pistes sonores correspondant au point de captation du protocole d'acquisition. Donc, quelles sont les données présentes là? Les photos panoramiques, bien sûr, des pistes sonores enregistrées in situ, mais aussi des pistes sonores convoluées, c'est-à-dire une simulation de ce que donnerait une piste sonore si elle était jouée dans ces lieux. En réalité, ce que donnerait le son d'un pianiste positionné à cet endroit-là et jouant un morceau de piano. Donc, il y a plusieurs points de captation et on va comme ça simuler la façon dont l'édifice répondrait à l'émission d'une piste sonore. Autres documents produits, des documents visuels composites qui, pour moi, sont à cheval sur une mission de médiation. On voulait des documents à remettre, notamment aux mairies, mais aussi une mission de synthèse de connaissances. Ce que vous avez sur ces petits documents, qui sont en fait des flyers, tout simplement, ce sont des documents graphiques, plans et coupes construits manuellement, construit à partir de relevés photos et dessins tout à fait indépendants du protocole de relevé photogrammétrique. Vous avez sur ces flyers également des indices historiques compilés, triés, visualisés sous deux formes. Alors, en haut à droite, le long trait rouge, ça s'appelle des chronographes, je vais y revenir. En bas à gauche, sur fond brun, ça s'appelle des graphes d'interaction potentielle. Ce sont deux façons de repérer et de distribuer des informations orientées temps. Et puis, tout un tas de renvois sur des contenus en ligne. Alors, on a fait ça 15 fois pour 15 chapelles, mais on a aussi fait un effort de synthèse visuelle. Ce que vous avez là, c'est une comparaison des rapports de proportion sur une partie des 15 en question. Donc, tout ça, c'est de la matière qui s'ajoute l'une à l'autre.
Alors, sur la partie, on va dire 3D, j'ai à peu près fini, pas tout à fait. Mais quand on parle de patrimoine, on parle aussi de temps. Donc, il y a un travail qui a été fait autour du tri, de la structuration d'indices historiques basés sur une bibliographie. Donc, ça, c'est une grosse matière brute produite, c'est une matière textuelle, analytique, basée sur une bibliographie. Une fois que ce tri et cette structuration a été faite, on a exploité un modèle qui s'appelle le modèle chronographe, qu'Yvonne et moi avions développé il y a une dizaine d'années, qu'on a repris dans le cadre de ce projet. Le modèle chronographe définit des états, des transitions, des éléments de contexte et un langage visuel. Et c'est ce que vous avez à l'écran. Un langage visuel qui traduit la façon dont on comprend l'évolution d'un édifice, l'évolution faite d'états, de moments de transition, et à mettre en relief par rapport à un contexte. Donc concrètement, on a appliqué ce modèle sous la forme d'une base de données qui répertorie les évolutions de ces 15 édifices plus quelques autres. Et puis on a développé un outil en ligne que vous avez là, c'est du SVG, hein, qui s'appelle le chronographeur et qui traduit visuellement les données enregistrées dans la base de données en prenant appui sur le modèle chronographe. Dans le même esprit un peu Infovise, hein, nous avons également développé une interface qui s'appelle Soundscape Typological Analysis, qui permet d'exploiter les fonds d'air acquis pendant les relevés Sésame. Alors, un fond d'air, c'est un enregistrement d'ambiance, on va dire, qui dure à peu près 5 minutes, dont nos collègues se servent pour faire leur convolution, justement, leurs calculs. Donc, dans ces enregistrements de fond d'air, en fait, ce que l'on ressent, c'est l'atmosphère, l'ambiance sonore de l'endroit. Donc, le chien qui aboie, le tracteur qui passe, etc. Donc, l'idée, c'était d'utiliser cette matière pour essayer de différencier, de mettre en comparaison les ambiances de ces différents lieux. Donc, dans cet outil, qu'est-ce qu'on met comme contenu? La donnée brute, c'est-à-dire les enregistrements des fonds d'air, un modèle prédéfini pour annoter les pistes, donc une typologie de son. La notation que vous avez là, c'est une voix humaine qui est entendue au loin. Et tout ça débouche, c'est un outil interactif, hein, on va écouter la bande sonore et puis on va dire, ah là j'entends une voix, là j'entends un chien, etc. Et tout ça débouche sur un troisième composant, des annotations manuelles, personnelles, sous la forme de couples segments temporels annotation. Une des idées, c'est de comprendre, est-ce qu'on entend tous la même chose? Est-ce qu'on, au même endroit, avec la même piste, est-ce qu'on est sensible à la même chose? Donc, voilà pour cet outil. Alors, je vais passer très vite sur le volet ontologie, collaboration avec le LIFAT, juste pour vous dire qu'un des résultats est, par exemple, une spécification en ligne, celle de l'ontologie chart, et puis un jeu d'apprentissage appelé Quizmaker qui exploite une partie du contenu informationnel, vocabulaire architectural de l'ontologie. Et je vous ai mis l'adresse si vous vous ennuyez dans le train. Hein, vous pouvez toujours jouer. J'en viens à nos interactions avec le LAT, CITER-LAT. Hein. Alors, on a parlé ici de l'interface de spatialisation des matrices de justifieurs. Il faut bien voir ce qu'il y a derrière concrètement. Il y a d'abord un modèle, les matrices de justifieurs. Modèle proposé par Gaël Simon. Le modèle en tant que tel n'a rien à voir avec l'interface ni avec Marmoutier. C'est une façon de représenter ce qu'est la plausibilité dans un raisonnement de type reconstruction. Donc, un modèle proposé par Gaël Simon, un cahier des charges pour l'application, des maquettes 3D originales qui avaient été produites par le LAT. Ces maquettes ont été retravaillées, segmentées par Laurent pour construire l'interface lui-même. Il y a également une base de données derrière cette application dans laquelle les éléments 3D ont été associés avec une matrice fixant des valeurs, résultat de l'expertise de Gaël, pour chacun de ces éléments 3D. Il y a également associé à cette application un encodage visuel particulier. Bon, le rouge, voilà, choix discuté, pourquoi pas. Et puis, il y a un dispositif de type Infovise que je ne vous montre pas parce qu'on va faire court. Hein. Mais voilà la première interaction avec le LAT. La deuxième, on en a également parlé, c'est le système d'information Memoria. Et ici, il faut distinguer deux résultats différents. D'abord, une expérimentation concrète du système d'information, avec une instance spécifique qui a été déployée pour le LAT, et puis des données enregistrées dans cette base de données. Mais il y a une autre interaction qui, elle, s'est placée plus
au niveau modèle. D'une part, dans l'introduction dans le système de nouveaux concepts, comme l'idée de output cumulatif, c'est-à-dire quelque chose que l'on va reprendre sur une base régulière. Et d'autre part, dans un travail d'extension du modèle d'origine, d'extension des activités, aux pratiques de la fouille archéologique. Bon, je vais quand même arrêter un peu avec mon inventaire pour arriver à la conclusion. Que peut-on faire de tout ça? Quels enjeux ces expériences soulignent-elles? Pour moi, d'abord des enjeux pratiques. En recoupant les contenus réels derrière les résultats du projet, on obtient un nuage comme ça, plein de choses différentes, plein de choses de nature totalement différente. Et pourtant, peut-on en laisser la moitié dans l'oubli? Est-ce que l'autre moitié qu'on aura sauvegardée aura du sens? Alors, je tente un petit tri là-dedans, un petit tri en 3 boîtes. Il y a d'abord une question, celle de la pérennisation des modèles, par exemple une ontologie, mais on peut en prendre bien d'autres. La question de la pérennisation des modèles me semble poser un problème de visibilité, montrer, faire connaître les modèles, mais surtout le faire comprendre. Le faire comprendre. Moi-même, je vous le dis tout de suite, on a fait une ontologie, très bien. Suis-je capable de vous faire comprendre ce qu'il y a dedans? Je ne suis même pas sûr que j'en sais assez, je m'en rappelle assez pour pouvoir le dire. Donc, faire comprendre un modèle n'est pas une chose simple. Un problème de pédagogie, faire émerger les biais derrière le modèle. Quand on fait un modèle, on fait une réduction. Si on a fait une réduction, c'est qu'on a fait des choix. Donc, être capable d'expliquer pourquoi ces choix, quel est le sens derrière ces choix, de façon à ce qu'un autre puisse faire des choix différents. Et puis, tout ce qui est interprétation, analyse, un problème d'explicitation des éléments de raisonnement, ça, on y en a déjà parlé. Alors, j'ai mis domaine de la paradonnée, je vous dis tout de suite, je ne suis pas très sûr de moi, là. En fait, je n'aurais pas dû mettre ça. Deuxième grande famille, la question des données. Les données brutes. Bon, les données brutes, classiquement, un problème de provenance, quel est le capteur, quelle est la source, si on parle de bibliographie, notion de fiabilité, etc. Un problème de structuration, de format d'échange, ça c'est clair. Et si on parle de données post-traitées, il y a un peu la même chose, mais il y a quand même la question des flux de recherche. Quelles opérations ont été techniques ou intellectuelles ont été menées entre la donnée brute et celle dont je vais me servir? Alors, je ne vous prends pas un exemple en 3D. Je vais vous en prendre en indice historique. Je lis une source, je la lis, je l'interprète et j'en garde une partie. Mais ça veut dire que j'ai jeté l'autre. Donc, j'ai fait une opération. Et celle-là, je dois le dire. Troisième morceau, les développements informatiques eux-mêmes. Alors, c'est vrai que c'est la mousse au-dessus. On pourrait dire, bon, ça, ce n'est pas la peine de s'intéresser à les garder. Je ne suis pas tout à fait d'accord, pour être honnête, mais les développements informatiques posent un problème de maintenance, de dépendance qui est clair, un problème de partage de code et donc de lisibilité, donc d'écriture. Et si on revient à la question des systèmes d'information et des bases de données, un problème de pérennisation, un problème d'interopérabilité, un problème de mise à jour, un problème d'ergonomie, tout ça sont des questions de fond si on veut transmettre cette partie-là du travail. Et puis, naturellement, quand on range des choses dans des boîtes, il y en a qui ne rentrent pas. Donc, c'est le cas, il y en a qui ne rentrent pas. Je rajoute cette couche qui est la couche sur laquelle on travaille beaucoup, plutôt le côté Infovise. Quand on fait un dispositif Infovise, on choisit un encodage visuel qui a un poids significatif dans l'efficacité du dispositif et dans sa compréhensibilité. Encore faut-il être capable d'expliciter cet encodage visuel et s'assurer qu'il est lu de façon non ambiguë. C'est un vrai travail. Et la même question se pose concernant la réappropriation des encodages visuels. Comment l'exprimer pour qu'il soit réappropriable? Alors moi, je dis encodage visuel parce que c'est mon monde depuis des années et des années, mais si j'étais avec mes collègues de Prism, je dirais encodage sonore. Quand on fait une sonification, on fait un mapping, on prend une information et on produit un son qui est censé la représenter. Donc, si on résume sur ces enjeux pratiques, au niveau modèle et données, bon, classiquement, on se dit qu'il va falloir séparer un petit peu pour qu'on puisse exploiter le modèle indépendamment des données et pour qu'on puisse réexploiter les données indépendamment du modèle. Donc, effectivement, séparer, mais en même temps relier. Si je reçois un paquet de données, mais je ne sais pas
pourquoi et comment elles ont été faites, et je ne suis pas sûr qu'elles me servent à quoi que ce soit, en fait. Donc, il me semble qu'il faut une liaison. Et puis, quand on regarde concrètement ce que nous avons fait aussi beaucoup de ce qui est au-dessus du niveau exploitation. Et en fait, j'ai le sentiment que ce que je comprends de mon propre travail et ce que j'aurais envie de transmettre est fait de l'ensemble de ces liens. Je vais vous prendre un petit exemple, hein, un peu décalé, je suis désolé, mais néanmoins, j'y ai repensé l'autre jour au restaurant parce qu'on a parlé de cet exemple. Vous voyez ce que vous avez là, c'est une carte du mouvement des voyageurs en 1862, carte figurative que l'on doit à Charles-Joseph Minard, faite en 1865. Qu'est-ce qu'il nous transmet, Monsieur Minard? Il nous transmet des données, ouais, elles sont là, et son intelligence des données. Il nous transmet des données, il nous transmet le dispositif visuel, qui est l'équivalent d'une application, on va dire. Il nous transmet l'encodage visuel et il nous transmet un modèle, c'est-à-dire la notion de flux. C'est-à-dire l'épaisseur du trait va représenter le nombre de voyageurs. Dans ce document-là, il y a tout. Il y a mes 4 morceaux là. Alors, je ne vous cache pas que personnellement, j'aimerais être capable de faire ça. Je sais, hein, mais je ne suis pas sûr d'y arriver toujours. Mais en tout cas, c'est faisable, puisque c'était faisable en 1865. Je termine quand même sur quelques enjeux éthiques. On a parlé de traçabilité et reproductibilité en parlant de Memoria. La question de la mise en comparaison, pour moi, est tout à fait importante, car si on veut améliorer nos protocoles de travail, hein, nos flux de travail, il faut quand même être capable de raisonner dessus, c'est-à-dire de les post-analyser. Je pense qu'il est important sur le plan éthique également de mettre en évidence nos biais d'analyse. Je produis des données en vertu d'un modèle. Si je n'exprime pas les biais d'analyse de ce modèle, mes données sont-elles véritablement compréhensibles? Et enfin, je termine juste pour le plaisir de la polémique. Hein. Il me semble qu'être utile aux générations futures, c'est certainement transmettre des données associées à des flux de recherche, mais c'est aussi faire état des échecs et des naïvetés qui peuvent être les nôtres. Il me semble que c'est presque un devoir éthique. Mais peut-être je me trompe. Il m'a semblé que c'était un cercle où peut-être je pouvais me permettre de dire ça. Voilà. Je vous remercie. Merci Jean-Yves, je prends le relais parce que Xavier a plus de difficultés à marcher. Des questions pour Jean-Yves? En tous les cas, merci beaucoup pour cette mise en perspective qui était vraiment passionnante et qui crée du lien, je pense, avec pas mal de nos actions qu'on réalise ici.